Bonjour à tous. Nous démarrons à l'heure. Aujourd'hui, je vais vous présenter une plateforme sur laquelle Sense travaille activement depuis 1 an maintenant. Et pour vous la présenter, je vais vous la présenter avec un des premiers clients, un des plus gros utilisateurs, qui est Glenn, qui est avec nous aujourd'hui, que vous voyez. Bonjour à tous. Rapide présentation, moi Pierre Papin, je suis développeur chez Sense depuis 7 ans maintenant. Et Glenn, tu es le cofondateur, un des cofondateurs de l'entreprise Synerpod. Allez. Une petite introduction. Vous êtes tous, parmi les gens connectés, des fabricants d'appareils connectés ou connectables, ou des machines qui sont connectées à Internet. Bref, quelque chose qui produit des données. La question que je vais vous poser, c'est dans votre entreprise, bien que vous ayez des machines, que vous les vendiez à des clients, qu'elles remontent des données, etc., dans votre entreprise, qui peut accéder à ces données actuellement? Qui a les clés? Qui c'est qui maîtrise ces données-là? Qui c'est qui est capable de dire, par exemple, ce capteur de température extérieure, il s'appelle bidule chouette machin dans la base de données, et il ne s'appelle pas capteur de température extérieure, et en plus, il peut être influencé par le compresseur qui est à côté, mais ça, c'est marqué dans un fichier Excel quelque part ailleurs, et personne ne le sait. Donc, qui maîtrise les données? Qui c'est qui peut interagir avec? C'est-à-dire, combien d'ingénieurs chez vous sont capables d'aller chercher la donnée brute? Parce que dans votre entreprise, tout le monde est intéressé par les données. J'ai envie de dire, même votre comptable, il serait très intéressé de voir l'usage d'une machine qui a été vendue il y a 1 an à un de vos clients, avant de le relancer pour une facture impayée. Donc votre comptable, il serait intéressé par les données brutes remontées par la machine. Est-ce qu'il peut? C'est pas sûr. En fait, tous les employés chez vous, ils sont intéressés par les données. Ils ont tous des questions différentes. En gros, il y a autant de KPI que d'employés. Il y a sûrement un annuaire de données chez vous aussi. Le Excel dont je parle, généralement, il existe dans toutes les entreprises. C'est-à-dire, quel nom de données, qu'est-ce que c'est exactement, est-ce que c'est un capteur, comment il remonte les données, quelle fréquence, est-ce qu'il peut être influencé par un facteur extérieur? Ça aussi, il faut être capable de le maîtriser. Et alors nous, on s'est dit, c'est bien, il faudrait une sorte de moteur de recherche de données industrielles, mais en fait, ça n'existe pas. Le Google de la donnée industrielle, il n'existe pas. Donc, on va sauter l'étape Google et on est allé directement vers une interface conversationnelle. C'est-à-dire que maintenant, on va vous présenter le premier agent qui est capable de discuter sur de la donnée industrielle. Par exemple, là, on l'appelait Spocky, je lui ai demandé quelle est la température extérieure depuis le début du système vers 1020, depuis le début du mois. Il faut bien comprendre que l'agent, il ne sait pas ce que c'est qu'une température extérieure. Donc déjà, la première étape, il va aller chercher. Est-ce que j'ai quelque part quelque chose qui peut m'aider à trouver ce que c'est? Est-ce que j'ai quelque chose qui peut m'aider à l'afficher? Oui, il peut. Il m'a affiché une température extérieure. Alors, il me l'a affiché multiplié par 10, là, en l'occurrence, parce que c'est une variable qui n'a pas été mise à l'échelle. Cette requête-là que j'ai faite, tout le monde peut la faire dans votre entreprise. Même votre DRH, il est capable d'écrire une requête comme ça. Et il aura un accès aux données brutes. C'est à la portée de n'importe qui. Je vais laisser maintenant Glenn présenter l'entreprise Synerpod. Impec, donc ouais, bonjour à tous. Voilà, donc globalement, Synerpod, on est basé à Nantes et on est une entreprise qui fabrique des modules énergétiques. Donc ce que vous voyez là, la grosse boîte sur la droite, là, c'est un module qui vient se plugger sur un logement. Alors en général, quand on plug ce module-là, on en profite pour faire des travaux de rénovation. Donc c'est pour ça que vous voyez sur le petit schéma sur la gauche, là, donc une maison qui a été réisolée par le toit, réisolée par les murs,
sur lequel on vient mettre notre fameux module qui s'appelle l'Enerpod. Et parfois, on y met même du photovoltaïque sur le toit. Et donc, dans ce pod-là, on a 4 usages principaux. C'est qu'on assure la ventilation du logement, donc pour qu'il y ait une bonne qualité de l'air. On assure le rafraîchissement s'il y en a besoin, donc pour les régions où en été il peut faire trop chaud dans les logements. On fait le chauffage bien sûr en hiver et la production d'eau chaude sanitaire. Et globalement, dans cette boîte qu'on essaye de faire un peu design et qui puisse servir à autre chose que de la technique, en général on essaye de rajouter quelques petits usages. Vous voyez là la recharge d'une trottinette électrique, une boîte aux lettres, un auvent qui vient éclairer et protéger l'entrée d'une habitation. Donc tout ça, c'est un système qui est préfabriqué, qu'on fabrique en usine et qui vient vraiment, qui est livré sur chantier, qui est plugué à la maison. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, qui est vraiment le plus important, c'est qu'en fait, ces systèmes-là, nous, on les installe, on les exploite et on les maintient. Et donc, on avait absolument besoin d'assurer sur une durée longue. Là, en l'occurrence, on a des chantiers où on est même engagé sur 30 ans en termes de performance et de fiabilité. Et donc, on a besoin de suivre en temps réel les consommations, le fonctionnement, de pouvoir faire de la maintenance prédictive, qu'on puisse personnaliser les choses. Et donc, c'est pour ça qu'on a du monitoring. Et donc, le système que Pierre va vous présenter après, la plateforme, elle nous sert justement à exploiter le parc de tous nos équipements qui sont disséminés aux 4 coins de la France et de pouvoir interagir avec eux, être alerté, mais aussi modifier des paramètres à distance, etc., etc. Voilà pour Synerpod. Donc, le vrai changement, c'est surtout un engagement sur 30 ans de monitoring des performances énergétiques. S'engager pour le confort des locataires sur 30 ans et assurer la maintenance des systèmes. Alors pour ça, tous les pods sont connectés à Internet et ils remontent malgré tout quelques millions de points par mois, donc il faut quand même assurer. Et il va falloir faire ça pendant 30 ans. Alors dans les points qui remontent, il y a de tout. Il y a les données techniques de la PAC, il y a les paramètres de la PAC, de la pompe à chaleur, il y a la température dans le salon, il y a des sous-compteurs électriques, il y a beaucoup de choses. Et globalement, sur un pod, ils ont une problématique qui est commune à peu près tout le monde. Je pense que tout le monde dans la salle a cette problématique ou va l'avoir. C'est-à-dire que la plateforme, vous êtes fabricant, vous voulez accéder aux données de vos systèmes, ça c'est la base, mais vous voulez peut-être aussi que ce soit simple pour les exploiter en interne, et vous voulez certainement peut-être un jour les partager. Donc, typiquement, Synerpod a des partenaires. Glenn, il y a qui comme partenaire actuellement de Synerpod? Alors, on a un partenaire qui est responsable de la partie exploitation du photovoltaïque, etc. Et en fait, on échange des données avec eux, donc depuis notre plateforme. Et on a un autre partenaire qui, lui, a une application qui permet à l'usager, donc le client final, l'utilisateur final, d'interagir avec le système. Et donc, c'est leur métier à eux. Et donc, nous, on leur transmet des informations via API, là, on partage avec eux. Mais en fait, la plateforme, elle sert vraiment à beaucoup de monde. Donc, effectivement, depuis l'usager de manière directe ou indirecte, jusqu'à nos partenaires et fournisseurs. Voilà. Alors, c'est une problématique qui peut sembler simple, hein, mais très vite, vous allez avoir des problèmes. C'est-à-dire qu'il faut un cloisonnement fort. Typiquement, un pod, là, ils sont dans la rue. Ils peuvent être démontés par quelqu'un, il peut y avoir du reverse engineering dessus. Qu'est-ce qui se passe s'il y a du reverse engineering? Il ne faut pas que la personne qui va récupérer les clés qui sont dans le pod puisse accéder aux données de toute la flotte. C'est pas possible. C'est pas acceptable. Il faut un cloisonnement. Il faut respecter le RGPD. C'est-à-dire que les données, c'est bien beau de pouvoir les acquérir, mais il faut pouvoir les supprimer. Je dis ça parce qu'il y a des systèmes où stocker des données, c'est facile, les supprimer, c'est nettement plus compliqué. Il faut que ça puisse passer à l'échelle. Là, actuellement, il y a 130 pods. Demain, il y en aura 500. Dans 2 ans, il y en aura 1000. Heureusement, pour ça, derrière cette plateforme-là, il y a Warten. Donc, je pense que vous connaissez tous Warten si vous êtes inscrit à cette session. Vous savez que Warten, ça va passer à l'échelle. Il y a plein de solutions pour archiver intelligemment les données. Il y a une suppression qui fonctionne bien. On peut faire du cloisonnement. Il y a déjà tout ce qu'il faut. Maintenant, la plateforme par-dessus Warten, elle n'existait pas jusqu'à l'année dernière. Donc, on l'a faite. Il y a toutefois un prérequis. Il faut que vos machines puissent remonter les données. Alors, on est très agnostique là-dessus. C'est-à-dire, vous venez nous voir et on va trouver une solution. À partir du moment où vos machines ont une horloge, sont capables de générer un couple timestamp donné, on doit pouvoir les rentrer dans la plateforme, quel que soit le protocole d'entrée. J'ai mis une petite flèche en bas facultatif. C'est encore mieux si sur vos systèmes, vous arrivez
à faire un canal de commande, c'est-à-dire que vous soyez capable de modifier à distance un paramètre sur une machine, sur un élément, sur un asset de votre parc. On va passer directement sur la démonstration. Alors, si vous êtes client chez nous, on va vous donner les clés, c'est-à-dire qu'on va vous donner un compte administrateur, un site personnalisé avec vos logos. Et la première chose que vous allez devoir faire, c'est définir qui a accès à la plateforme. Il y a une gestion d'équipe. Par exemple, sur Synerview, donc sur le site de Synerpod, il y a des administrateurs, il y a des gens qui sont aussi de simples viewers, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de faire toutes les actions. Ils ne peuvent pas ajouter un équipement, ils ne peuvent pas supprimer un tableau de bord, on les a restreints. Il y a aussi les partenaires dont parlait Glenn tout à l'heure. Là, typiquement, Madame Chahinez, c'est pas une adresse Synerpod, ça. C'est quelqu'un qui accède au site, à quelques éléments du site, à quelques pods sur le site, mais pas à tout. Une fois que vous avez défini cette structure, donc défini votre équipe, vous allez pouvoir gérer vos équipements. Les équipements, on peut aller en chercher de nouveaux, donc on clique sur un bouton et puis ça va voir s'il y a des nouveaux assets qui se sont connectés sur la base entre-temps. On peut l'automatiser, bien sûr. Et surtout, on peut les classer. Synerpod, ils ont choisi de classer leurs équipements, de les regrouper par opération et par chantier. Typiquement, là, Machelot 2, un chantier, la Mancelle d'habitation, opération numéro 4. À l'intérieur, il y a une série d'équipements. Si je prends le 20079, ici, il fait partie de cette arborescence. Alors, il pourrait faire partie de plusieurs sous-arborescences, d'ailleurs, c'est pas un problème. Et Synerpod a rempli tout un tas de champs totalement facultatifs, mais fort utiles, qui n'ont rien à voir avec des séries temporelles, soit dit en passant. Mais par exemple, l'adresse du 20079, l'emplacement sur le logement, sa couleur, des numéros de série, le numéro de la carte SIM qui est dedans, etc. Tous ces champs additionnels, ils sont disponibles et remplissables par API, bien sûr. Vous pouvez, si vous avez un CRM, vous pouvez synchroniser votre CRM avec la plateforme Sense. Une fois qu'ils sont groupés, vous voyez ici un petit icône accès limité. L'opération, le chantier MASH, là, ceux qui peuvent le voir, c'est les administrateurs, ça c'est sous-entendu, ils peuvent tout voir. C'est les viewers Synerpod, le groupe qu'on a vu tout à l'heure, et également les partenaires. Donc Chahinez, qui fait partie de la société Green Yellow, elle a le droit d'accéder à tous les pods qui sont dans Machelot 2. Mais par exemple, si je prends l'opération Ophéor, là, elle n'aura pas le droit, donc elle ne les verra jamais. Une fois que vous avez fait ce travail, il faut pouvoir présenter les données. On présente les données sous forme de tableau de bord. Et pour ça, on va utiliser Discovery. Pareil, dans la salle, il y en a quelques-uns qui connaissent Discovery. Discovery, c'est une librairie open source maintenue par Sense qui permet de créer des tableaux de bord en WarScript. Petite démonstration. Si je prends la carte des pods, ça va me charger une jolie carte de France. En rouge, c'est les pods qui ont une mauvaise réception 4G. Par exemple, là, si je vais dans ce quartier, où il y a eu pas mal de pods installés, je m'aperçois qu'il y en a un où son niveau de réception, c'est une barrette, c'est pas beaucoup. Si je prends celui d'à côté, c'est 2. Si je prends celui d'à côté, c'est 2 aussi. Donc on se doute qu'il y a un petit problème de couverture 4G. Peut-être que SFR devrait rajouter une antenne dans le coin. Il faudra qu'on leur demande gentiment. Ce tableau de bord-là, sa structure, elle est assez simple. Il y a un composant, une tuile carte et une tuile tableau en dessous. Comment ça marche? Lorsqu'on a les droits, on peut éditer le tableau de bord. Et on retrouve ici du WarScript et une structure Discovery, où on définit un tableau de tuiles. La première tuile est une map, la seconde tuile est un tableau, on présente ce qu'il y a dedans. Voilà, ça fait 90 lignes de code en tout, c'est pas beaucoup. Il y a un peu de code pour décoder l'information principale, donc le niveau de réception 4G. Et ensuite, on peut construire dynamiquement autant de tuiles qu'on veut en WarScript.
Tout à l'heure, on a vu qu'on pouvait restreindre la visibilité sur les assets. On peut aussi restreindre la visibilité sur les tableaux de bord. La carte des pods, les mainteneurs Ophéor ont le droit de l'avoir. Par contre, Shinez, qui fait partie de la société Green Yellow, elle ne peut pas voir tous les pods de la société Synerpod. Et encore moins où ils sont. Ces tableaux de bord, là, alors ils ont été regroupés aussi. Ils ont été regroupés, on voit rituels, problèmes de pod, etc. Donc en fait, Glenn, ce serait intéressant que tu nous présentes ta morning routine. Quand tu arrives à 9h au bureau chez Synerpod, qu'est-ce que tu fais? Alors effectivement, c'est bien d'avoir des systèmes connectés qui remontent de la data, mais là, comme vous l'avez compris, on est engagé sur 30 ans et on est engagé sur le confort au quotidien des gens, sur les consommations, sur la fiabilité. Alors la première chose, c'est le confort. Et quand on dit le confort, c'est vraiment le confort basique, donc la qualité de l'air, l'eau chaude sanitaire. Des gens qui n'ont pas d'eau chaude sanitaire, ça dure pas très longtemps avant qu'ils nous appellent, etc. Et donc ici, sur l'équipe Synerpod, piloté par Jérôme, mon collègue. Donc tous les matins à 9h, ils font le point sur le parc pour avoir les alertes. Donc la première chose qui est faite, c'est le premier tableau de bord. On essaie de regarder déjà s'il y a des logements qui sont déconnectés. Alors pourquoi des logements déconnectés? C'est important de le voir parce que c'est bien beau d'avoir les datas, mais si on a des logements qui remontent pas de data, alors ça peut être plusieurs raisons. Il n'y a plus d'électricité dans le logement. C'est le cas de ce logement-là, donc le 238, voilà, il est vacant aujourd'hui. Il y a pas depuis quelques jours là, il y a plus de locataire dedans, donc il est vacant, donc le compteur a été arrêté. Il y en a qu'un aujourd'hui qui est à cette heure-là, aujourd'hui là, qui est déconnecté. Mais on commence par ça, et parfois ça peut être autre chose, ça peut être un problème de connexion 4G, c'est rare, ça peut être diverses choses. Mais la première des choses qu'on fait, c'est ça. Est-ce que il y a des logements déconnectés de manière anormale? Et si c'est le cas, on essaye de trouver la cause et de la remonter. Après, on regarde, c'est vraiment un entonnoir, on regarde dans l'ensemble du parc, est-ce qu'il y a des packs, des pods, donc notre module énergétique, qui sont sur des niveaux d'alarme qui sont vraiment importants. Donc là, c'est classé, donc voilà, ça a été fait. Donc là, il y a un pod, là, le 20203, là, le premier, sur lequel effectivement, il y a un problème sur les 12 dernières heures. Là, il a été 7 heures en alarme, donc c'est probablement en train d'être traité. Et donc, ça permet d'aller très rapidement sur les équipements. Et donc, en quelques coups d'œil, on peut le faire. Et donc, si on peut aller, voilà, tu peux sortir la Pierre, on peut aller sur un autre pod. Si on veut voir le détail, là, tu peux faire ça là. Voilà. Donc, en fait, voilà, on peut en prendre un, n'importe lequel. Là. Tu peux peut-être mettre le 20, mais le 20079, là, comme tout à l'heure, là, peut-être. Voilà, on choisit le numéro de pod. Une fois que là, on connaît l'équipement, rien qu'avec quelques pictogrammes là, qui ont été validés, on sait que le pod est en fonctionnement. La cloche, elle est noire, donc il n'y a pas d'alarme. Et là, il est pas en train de produire. Il y a plus de picto en route. Ça peut être production de chaude sanitaire, etc. Et après, on voit l'historique des défauts, etc. Donc, on arrive à voir les choses. Et si on va sur le tableau de bord, on a des courbes, voilà, qui permettent vraiment d'analyser. Donc effectivement, il faut être un peu averti, mais c'est notre métier, on sait ce qu'on fait, donc en fait, on check comment on est en consigne de température par rapport à ce qui était réellement prévu. Enfin, on voit vraiment les anomalies. Et dans les anomalies, ça peut être des anomalies liées à l'équipement, mais ça peut être aussi des anomalies d'usage. On s'est rendu compte, par exemple, qu'il y avait des usagers qui coupaient le courant sur leur pod pendant quelques heures dans la journée pour essayer de gagner de l'énergie en se disant, la ventilation elle tourne toute la journée, c'est pas normal. Et en fait, grâce à tous ces documents-là, toutes ces datas, on a pu montrer que deux logements l'un à côté de l'autre, un qui coupait son équipement et l'autre qui ne le coupait pas, en fait, ils consommaient la même chose. Et donc, ça nous a permis, avec la pédagogie, donc on appelle le locataire, on lui explique ce que vous faites, c'est pas bon parce que vous ventilez pas votre logement, donc en termes de qualité de l'air, c'est pas bon. Et en plus de ça, en termes de consommation, vous gagnez pas parce que la chute de température que vous avez du mal à la remonter. Donc, c'est vraiment un outil pédagogique. Et après, on a, voilà, tu peux aller là-dessus, là, sur le 11, là. Donc, on peut, et c'est là que c'est intéressant, on peut après affiner notre diagnostic, donc on peut aller voir tous les paramètres, mais on peut aussi agir dessus. Donc là, typiquement, vous voyez des paramètres. Là, alors on peut regarder par exemple la consigne de chaude sanitaire. Donc aujourd'hui, là, le ballon, il y a 43 degrés dans le ballon de chaude sanitaire pour une consigne à 50, donc ça va redémarrer très rapidement parce que c'est à 7 degrés en dessous, voilà. Mais tous ces paramètres-là sont paramétrables à distance. Donc ça veut dire qu'on peut régler les choses à distance sans se déplacer. Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est que tout système-là nous a permis à la fois d'assurer le confort, de régler les problèmes et de faire vraiment des retours d'expérience, parce qu'à chaque fois, on essaie de comprendre pourquoi on a
un paramètre qui est pas comme il faut. On essaie de le comprendre et ça peut être différentes raisons. Ça peut être lié à l'équipement, lié au paramétrage, à la mise en service, à l'usage. Et donc, ça nous permet de faire un vrai retour d'expérience. Et au fur et à mesure, ces tableaux de bord, on les améliore. Et c'est ça qui est notre vraie valeur ajoutée. Donc, il y a quelques mois, quand on a démarré, on avait des tableaux de bord un peu moins élaborés. Et puis, on en a d'autres, on va pas tous les montrer, mais qui sont encore plus pointus. Mais c'est vraiment un outil pour aller vite. Et ce que Pierre va vous montrer après, c'est encore la suite pour aller. Mais voilà, on a vraiment un rituel tous les matins qui nous permet d'assurer. Hier, on était avec le représentant de notre client principal là, qui nous disait, effectivement, il a 0 appel de ses locataires, 0 appel. Et pourtant, nous, on a fait des interventions à distance. On a fait aussi quelques interventions physiques. Pourquoi? Parce qu'à distance, on a détecté qu'il fallait aller faire telle ou telle chose. Mais en termes de sérénité pour le locataire et de sérénité pour le bailleur qui est propriétaire du logement, il est vraiment très tranquille. Typiquement, là, on a un tableau de bord, il est marqué dangereux. Il permet d'écrire des paramètres sur l'intégralité du parc. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'il faut corriger une loi d'eau, on s'aperçoit qu'il faut corriger un PID dans le système. On va écrire ce qu'il faut corriger, cliquer sur un bouton et envoyer la correction aux 132 systèmes qui sont connectés. Et ça, c'est un vrai gain de temps. On n'a plus besoin de se déplacer et d'aller faire le tour des 132 machines. Surtout que vous avez vu tout à l'heure, elles sont partout en France. Je le redis, il y a des API partout, c'est-à-dire que si vous cliquez sur le petit lien API V1 Beta, là, vous arrivez sur une documentation Swagger, tout ce qui est de plus classique, pour connecter vos systèmes existants dans l'entreprise à la plateforme de Sense. Connecter un CRM, connecter un SAP, connecter quelque chose que vous avez en interne. La grosse nouveauté, c'est Spoky. Spoky, c'est le premier assistant d'exploration de données sur de la donnée industrielle. On le déploie progressivement chez tous nos clients. Et puis, on fait attention quand même à la protection de leurs données. C'est-à-dire que derrière, si je rentre un peu dans le détail, le texte de la requête, il est envoyé à un prestataire. Le prestataire, c'est Anthropic. Anthropic, actuellement, c'est l'entreprise qui a la meilleure charte d'éthique de non-réutilisation des données. Et par défaut, on n'envoie pas toutes les données chez Anthropic. On envoie le prompt et puis on récupère l'ordre, on récupère la transcription de ce que peut faire un agent. Et s'il y a besoin, le LLM peut piloter, on peut faire tourner un LLM en local et le LLM pilote un Warten. Voilà, donc on peut faire une partie des traitements chez nous et on délègue une partie des traitements chez Anthropic. Ce qu'on a commencé tout à l'heure, on a commencé par ça, c'était assez simple. Pour ceux qui n'étaient pas encore là, je remontre. Quelle est la température extérieure du système 20 079 depuis le début du mois, par exemple. Il est tolérant aux fautes d'orthographe et à la dyslexie, mais je ne vais pas insister quand même. Là, il y a plusieurs étapes. Il va aller chercher un dictionnaire. Il va s'apercevoir que ça, c'est une température extérieure. Donc, ce sera intéressant de le visualiser. Il va créer une requête qu'il va envoyer à Warten. Warten va lui renvoyer un résultat qui va être affiché sous forme d'une tuile Discovery. En parallèle, on lui envoie quelques points de cette courbe-là. Et puis là, il nous fait un petit commentaire, comme quoi les températures oscillent entre moins 2,2 et 20,8. Que la dernière valeur enregistrée, c'est 19, donc c'est tout à fait exact. Voilà, donc ça, c'est une requête simple. Requête simple, je vais chercher des données. Je peux aussi lui demander d'exporter un CSV. En CSV, les données, alors les températures d'aller et de retour du chauffage, par exemple, c'est un truc intéressant. Sur le 2020, depuis le début du mois. Pareil, il va aller chercher qu'est-ce que c'est que les températures d'aller et de retour. Ensuite, il va regarder comment je peux faire ça sous forme de CSV. Un CSV, c'est avant tout un tableau. Donc ça tombe bien, en Discovery, on sait faire des tableaux, et on sait faire des tableaux qui sont téléchargeables. Là, il y a un petit bouton pour exporter en CSV. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est bien, mais il me les a fait par pas d'une heure. Alors, la même chose, par pas de 10 minutes, ce serait mieux.
Et en fait, quand c'est notre métier, c'est facile de dire, voilà, est-ce que je demande la température de départ, la température d'aller. Par contre, derrière, en fait, la base de données, elle cause pas comme ça. Il faut lui donner le nom de la GTS, le nom de la data. Et ça, ça permet de démocratiser et d'éviter d'avoir à connaître l'intégralité des choses. Alors, il faut bien comprendre que chez Seniorpod, c'est pas une énorme entreprise. Il y a une seule personne qui est formée à Wharton. Il y a un seul codeur. Et il est en alternance. Donc, on est quand même assez content d'avoir des solutions comme Spoky pour que n'importe qui puisse poser ses questions. Spoky, on l'a aussi nourri avec le contenu du site. C'est-à-dire que si je lui demande quel tableau de bord peut m'aider le matin, il va aller chercher dans ce qu'il connaît. Oh, il s'exprime bien en plus. Qui pourrait vous être utile pour une consultation matinale. Je croirais chez le médecin. En gros, ça permet, par exemple, sur une intégration d'une nouvelle personne dans l'équipe, aujourd'hui, ce qu'on faisait en mode formation, donc quelqu'un de support, lui dire tu commences par tel tableau de bord, etc. Demain, en fait, l'IA, puisqu'on les a classés, on a marqué que c'était des rituels, en fait, elle le sait, et donc elle se débrouille toute seule. Donc elle retrouve exactement les tableaux que je vous ai montrés dans l'ordre où je vous les ai montrés tout à l'heure. Donc voilà, c'est d'une puissance intéressante. Donc vous lâchez un nouvel employé sur la plateforme, il n'y a pas besoin de le former pendant 2 jours normalement. Là, il a utilisé des outils assez simples, Spoky. Il a été trouver des données brutes, il les a mises sous forme de CSV, etc. Il est aussi capable d'utiliser des sous-programmes un peu plus compliqués que vous avez déjà fait. Alors par exemple, Glenn, il y a un indicateur un peu complexe là, qui vous intéresse beaucoup. C'est le COP. C'est quoi le COP exactement? Alors le COP, c'est le coefficient de performance d'une pompe à chaleur et c'est assez simple. C'est le ratio entre la puissance calorifique qu'émet la pompe à chaleur, donc mettons 4 kW ou 3 kW, et la puissance électrique qu'elle a consommée. Et donc, mettons qu'elle ait consommé 1000 pour faire simple, et sur l'heure, là, elle a donc un COP de 3. Sauf que ces données-là, la puissance calorifique, c'est pas une donnée que la pompe à chaleur donne directement. En fait, c'est une donnée qu'on a été obligé de calculer. C'est en gros un écart de température entre le départ et le retour de la pompe à chaleur, multiplié par un débit, avec quelques coefs entre les deux, pour ceux qui connaissent. Et donc avec ça, on a une puissance calorifique. Et après, on a un capteur qui nous mesure la puissance électrique consommée. Donc en gros, pour avoir le COP, il faut faire plusieurs calculs sur un nombre de data dingue. Donc avant, quand on n'avait pas ça, comment on faisait? On se tapait ça sur Excel, on faisait l'export Excel de toutes les données qui étaient enregistrées par la pompe à chaleur ou par le système. Et puis on faisait nos petites formules, et puis voilà. Sauf que là, il le fait, on lui a expliqué comment ça se calculait un COP, et il le fait, et puis il nous fait ses commentaires. Donc c'est vraiment un changement important et un gain de temps de dingue. Pour ceux qui connaissent Wharton, Spoky, il est capable d'aller chercher vos macros. Il faut juste lui donner un petit index, mais il est capable d'aller les chercher. Il est capable de calculer des choses et de les montrer pour votre DRH, pour votre comptable, pour n'importe qui connaît absolument pas où est la macro ni comment ça s'appelle. Il peut le faire. En plus, il nous fait des petits commentaires, vu qu'Anthropic a avalé la moitié de la connaissance de la Terre. Il va nous mettre que plus la valeur est élevée, plus votre système est efficace en termes de consommation d'énergie. Ça, c'est des informations on lui a jamais appris. Hein. C'est juste que il a lu tous les bouquins de la planète. Voilà, donc Spoky peut jouer avec des agents très horizontaux, aller chercher de données, exporter un CSV, etc. Il peut aussi utiliser des sous-programmes que vous avez déjà faits qui sont beaucoup plus spécifiques à votre métier. La prochaine étape pour nous, avec Spoky, c'est de pouvoir faire apprendre à l'IA. Ça, Glenn en rêve. C'est par exemple lui dire maintenant, donne-moi le COP, mais uniquement quand je suis en train de faire de l'eau chaude sanitaire. L'eau chaude sanitaire, il ne va pas savoir. L'eau chaude sanitaire, c'est quand la vanne 3 voies elle est alimentée en 10 volts. Là, Spoky, il a du mal encore. Mais on est en train de l'éduquer. Donc on y travaille.
Et ça, je pense que Glenn, tu seras très content le jour où... En fait, l'enjeu, tout ce que vous avez vu sur les premiers tableaux de bord au départ, c'est effectivement, on analyse, on sort des trucs simples, et puis au fur et à mesure, on améliore nos tableaux de bord. Mais pour améliorer un tableau de bord, alors les plus simples, voilà, on y arrive avec un peu d'explication, mais il y a assez rapidement, c'est un job de codeur. Et aujourd'hui, moi, je suis pas codeur. Dans l'équipe, on a, comme le disait Pierre, on n'a qu'un seul codeur. L'enjeu, c'est que quand on a un problème, on a des analyses, notre connaissance du métier fait que on aimerait bien savoir ça, comprendre pourquoi il y a ça, et donc pouvoir démocratiser en gros les questions et pouvoir profiter de la data sans être codeur, c'est juste un truc de dingue. Donc là, c'est vrai que ça nous démange avec tout ce qui a pu être fait. Voilà, tous les jours, on progresse, on a des éléments différents, nouveaux, voilà, sans être codeur, et ça nous permet vraiment d'aller plus rapidement. Par exemple, on veut aussi faire un point. Là, on nous a parlé vraiment à la journée ou quand il y a un problème, donc de manière très très micro sur des périodes courtes. Mais si on veut faire un point trimestriel, par exemple, avec les bailleurs, on veut lui dire donne-moi toutes les performances de tout le parc, Donc, on sait dire quel lot, éventuellement quel quartier. Voilà, donne-moi les performances là-dessus sur le trimestre. Il va être capable de faire ça. Et plutôt que d'avoir autant de tableaux de bord et à chaque fois il faut les coder quand on veut les modifier, etc. Comme l'IA est capable de savoir que quand je lui parle de température extérieure, c'est tel paramètre qui s'appelle comme ça. Quand je lui parle de COP, c'est la combinaison de tel et tel paramètre. Et ça permet d'avoir des demandes relativement complexes. Il faut savoir que les datas, il y en a vraiment beaucoup sur une pompe à chaleur. Alors on a parlé de la pompe à chaleur, mais c'est la même chose sur nos systèmes de ventilation, c'est la même chose sur nos systèmes de comptage, etc., etc. Donc le rêve pour moi, et voilà, c'est ça. Donc il y a toute une complexité avec des termes que Pierre maîtrise très bien, que moi je maîtrise un peu moins bien. Avec les codeurs, ils adorent, etc. Mais moi, ce que je veux, c'est en utilisateur, c'est pouvoir faire en sorte que on détecte les problèmes, on les comprenne. Donc pour les comprendre, souvent il faut poser des questions, utiliser un peu notre expérience, et puis qu'on les règle. Et donc là, avec la plateforme et l'IA, on est capable de faire ça. Et donc ce qui est passionnant, c'est les améliorations qu'on a tous les jours, dès lors qu'on a bien, on va dire, structuré sa base de données au départ et qu'on remonte les données comme il faut. Donc, voilà, c'est un vrai plus pour nous en tant qu'industriel, exploitant de systèmes sur lesquels on a une obligation de performance et des engagements contractuels de performance. Voilà. Dans vos entreprises, à tous ceux qui sont connectés et que je salue, qui nous ont rejoints depuis le début, vous avez des connaissances métiers, c'est sûr. Vous avez des experts métiers. Mais le problème, c'est que souvent, vos experts métiers, c'est pas des experts informatiques. C'est pas des codeurs nés. Avec une plateforme comme celle-là, on démocratise le truc. Vraiment, c'est notre but, c'est démocratiser l'accès à la donnée brute. Imaginez que vous ayez 30 employés dans votre entreprise. S'ils font 10 questions par jour chacun, ça fait 300 questions par jour. Ça sature complètement l'unique personne qui est capable de créer des indicateurs, des tableaux de bord, etc. Donc, 300 questions par jour, Spoky, lui, y arrivera. On démocratise l'accès à la donnée. N'importe qui dans l'entreprise, même votre DRH, même votre comptable, il est capable de faire une requête en disant est-ce que cette machine a été utilisée plus de 20 heures le mois dernier par le client bidule? Intéressant. Il n'a pas besoin d'aller voir quelqu'un. Il se connecte à la plateforme, il a les droits, il pose sa question, il a la réponse. Voilà, on peut passer aux questions-réponses, si vous voulez. Alors, je maîtrise encore assez mal l'outil. Je ne sais pas s'il faut couper l'enregistrement maintenant ou pas. Comment il faut faire? Il faut lever la main pour parler ou pas? Après, il y a des choses dans le chat, je n'avais pas vu puisqu'on causait là, mais oui. Xavier y a répondu. Je ne sais pas si toutes les questions ont été répondues ou pas. Un peu. L'OPCUA n'est pas cité dans les langages de communication vers Sense. Non, mais généralement, on met une gateway entre les deux. Ouais, Loïc répond que lui, il arrive très bien à travailler avec de l'OPCUA, effectivement. Très bonne question de David. Pour les vues présentées sur ce tableau de bord, est-ce que Synerpod était autonome pour les construire ou est-ce que se sont fait aider par Sense? Je ne vais pas répondre à la place de Glenn, il y a un peu des deux. Alors là, Pierre l'a expliqué tout à l'heure, là, effectivement c'est un alternant. Donc les premiers, il a appris avec Sense et après il y a une documentation qui est très très bien faite et donc il a progressé. Aujourd'hui, il est autonome et à chaque fois qu'on fait des trucs un petit peu plus complexes,
on sollicite un peu, mais non, on est vraiment autonome et les tableaux de bord sont changés. Et même les trucs un peu simples, voilà, il y a certaines choses où même moi je suis capable de le faire alors que je suis absolument pas codeur. Mais oui, l'idée c'est d'être autonome. Voilà. Et donc c'est vrai que alors Jérôme qui était à côté de moi, voilà, en gros, il a été formé en 2 mois. En 2 mois, il était autonome pour faire les tableaux de bord, des tableaux de bord un peu complexes, quoi, avec y compris un peu de mise en forme. Alors, vous n'avez pas vu les tableaux de bord les plus beaux, en plus, là, c'est des tableaux de bord qui, nous, on les connaît tellement par cœur qu'on n'a pas fait ils restent vraiment en interne, mais il y a des tableaux de bord où on a un peu plus bossé sur le design avec des pictos, etc., pour lire encore plus rapidement. Donc voilà, c'est rapide. Voilà, il faut se former, mais c'est rapide. Question, est-il possible de créer un dashboard à partir de requêtes à l'IA? C'est dans la roadmap. Voilà, bonne réponse de Jean-Charles. Et justement, en fait, pour vous donner, moi, c'est dommage de passer du temps sur juste une requête qui peut-être va servir qu'une fois, etc. Par contre, donc là, l'IA est vraiment top parce qu'on n'a pas besoin de connaître tous le code et surtout le nom de chacune des datas qui ont des noms un petit peu barbares, voilà. Mais par contre, s'il y a une requête qu'on a faite à l'IA et qui nous semble importante à pouvoir répéter, faire régulièrement, intégrer dans un rituel hebdomadaire, mensuel, matinal, etc., ben on peut le faire et là, on peut le mettre dans un dashboard. C'est très bien le chat pour poser des questions, lesquelles on aurait raté. Jean-Charles, est-ce que tu veux dire un mot sur les RAG, etc.? Je te laisse ma place si tu veux. Ouais, ok. J'ai répondu. Donc Steven demandait si on utilisait Workten en RAG. Alors oui, il y a des récupérations de contexte et d'informations qu'on donne au LLM en fonction de la question qui est posée, mais c'est pas la seule chose qu'il y a derrière. Le LLM peut aussi envoyer des instructions pour utiliser des composants de la plateforme. Arnaud qui pose une question intéressante aussi. Est-ce que Spoky peut permettre d'automatiser la routine matinale de surveillance des équipes? En partie. En partie, il doit être capable de le faire. Toutefois, il ne remplace pas les experts métiers. C'est pas le but. Mais c'est marrant parce que justement, que Jérôme posait la question exactement tout à l'heure, parce qu'il commence à utiliser l'IA assez régulièrement. Il se dit, bah, purée, on va pouvoir maintenant faire un truc encore plus simple, c'est lui dire, bah, fais-moi la synthèse de la routine matinale, puisqu'on sait lui dire par où on commence. Et donc, bah, forcément, il va savoir le faire. Gardez-vous les données brutes? Oui, Loïc, nous gardons toutes les données brutes. C'est-à-dire que le tableau de bord qui a mis un petit peu de temps à s'afficher tout à l'heure, qui calculait les temps en alarme off, etc., il récupère des données qui sont à 5 secondes ou à 10 minutes, ou voilà, selon les fréquences, mais c'est des fréquences élevées. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour éviter de surcharger la base, justement, toutes les données qui sont calculées en direct. Ça évite d'avoir à stocker des trucs de dingue parce qu'on aurait pu dire, bah tiens, le COP, ça nous intéresse, on le stocke. Sauf que la data, voilà, vous savez ce que c'est que l'impact de la data. Donc moins on en consomme, mieux c'est pour tout. Et donc là, toutes les données sont calculées en direct. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi parfois un petit peu de temps de calcul. Oui, et surtout le COP, il y en a qui vont vouloir le COP moyen, il y en a qui vont vouloir le COP par 10 minutes, il y en a qui vont vouloir le COP uniquement pendant les phases de chauffage. C'est toujours pareil, il y a autant de questions que d'employés. Donc il faudrait qu'on fasse beaucoup d'exports de données. Alors, il y a un truc que je n'ai pas dit qui est intéressant, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que là, les systèmes là, sont installés depuis plusieurs mois. C'est hallucinant le nombre de choses qu'on n'avait pas imaginées sur, en particulier, le comportement des usagers, qu'on a pu détecter et sur lesquels on a pu expliquer aux gens. Et on a réussi à leur faire diminuer leur facture de manière assez importante. Donc en gros, en général, quand un système type pompe à chaleur est installé dans un logement, bah, l'installateur à la mise en service, il le fait avec les données qu'il a, voilà, dans quelle région je suis, il y a combien de personnes dans le logement, etc. Sauf que bah, dans deux maisons identiques, dans le même collé, hein, deux maisons l'une à côté de l'autre, bah, il y a des usages qui sont complètement différents. Il y a une famille où il y aura peut-être que 2 personnes et dans l'autre famille d'à côté, il y a 5 personnes avec beaucoup de douches, etc., etc. Et en fait, les usages sont pas du tout les mêmes et on peut optimiser grâce à tout ça. On peut optimiser le paramétrage pour avoir le confort optimal avec la consommation qui va bien. Donc ça, c'est des choses qu'on ne savait pas faire. On a pu discuter de choses avec des locataires, leur expliquer des choses, preuve par le résultat vraiment. Et donc on en fait de la pédagogie. Et c'est vraiment un outil qui nous sert
avoir une communication aussi bien avec l'usager final qu'avec les exploitants, donc qui sont propriétaires des bâtiments, qui ont investi de l'argent pour mettre un système performant là, de chauffage, et là, qui se rendent bien compte que oui, ça fonctionne, qu'il n'y a pas de temps d'arrêt, etc., etc. Donc nous, on fait un point pour info trimestriel avec les bailleurs avec qui on travaille, là, et on utilise tous les résultats de cette base-là, nous ou nos partenaires, donc l'Eniello, là, dont on parlait tout à l'heure, là, qui fait aussi un rapport. Voilà. Et ça, c'était inimaginable avant, et c'est pas le tout d'avoir les données stockées à un endroit, il faut vraiment pouvoir les valoriser sans y passer des heures et des heures. Ouais. Alors ça, c'est commun à beaucoup de métiers. Dès qu'on fait du B2C, on s'aperçoit qu'il y a des cas vraiment particuliers. C'est-à-dire la configuration d'une pompe à chaleur efficace pour un célibataire sans enfant et pour une assistante sociale ou une assistante maternelle qui garde 5 bébés, c'est pas la même configuration. Parce qu'elle va consommer 500 litres d'eau chaude par jour. Petite question pour Jean-Charles. Dans le use case aujourd'hui, est-ce qu'il y a plusieurs softwares, plusieurs bases de données qui alimentent Spoky? Il n'y a pas tant que ça. Alors, non, aujourd'hui, sur le use case de Glenn, il y avait juste Work10 qui était derrière et les données de la plateforme IoT. En revanche, il est possible de configurer l'accès à n'importe quel type de base de données. C'est-à-dire ouvrir une base SQL ou Exactement, ouvrir une base autre qui sert déjà de référentiel dans l'entreprise. Voilà, c'est ça. On peut le mettre en configuration et en description, on explique à Spoky quand est-ce qu'il a besoin de récupérer ces données. Et on lui explique aussi quels sont les paramètres qu'il peut utiliser pour accéder à cette base et il va être capable de l'utiliser lui-même. Et du coup, de confronter avec les données qu'il aura récupérées d'une autre manière. Ok. Une question d'Arnaud. En tant qu'admin de Sense, est-ce que je peux voir les questions posées par mes collaborateurs? Admin de Sense, oui. Admin de Synerpod, non. Par contre, on peut s'échanger des sessions. C'est-à-dire qu'on peut se copier-coller l'URL de la discussion avec Spoky pour la partager à quelqu'un d'autre. Du coup, si vous avez commencé une analyse avec Spoky et puis que vous voulez que votre expert poursuive la discussion ou s'intéresse au sujet, vous lui copiez-coller l'URL. Et là, on est en phase bêta, donc il y a accès à ces données, mais on peut aussi décider de cloisonner l'accès à ces données. Et par ailleurs, plus on utilise Spoky et plus il va s'améliorer parce que en interne, il garde aussi en mémoire l'historique des conversations. Et donc, s'il y a des usages qui sont récurrents, il pourra recharger des historiques de conversation qui ont été pré-traités, gardés en mémoire et qui permettent d'améliorer ses futurs résultats. Une question de Guillaume. Est-ce que je peux déployer Spoky offline sur un serveur interne à l'entreprise, par exemple? Alors, je crois qu'on n'a pas encore de clients dans la défense à qui on a proposé Spoky. Alors, on y a pensé dans le design. Donc là, au niveau du prestataire, du provider, on utilise Anthropic. Donc, on n'a pas encore implémenté la manière d'utiliser en offline un modèle open source, mais c'est tout à fait possible. Et aujourd'hui, c'est pas encore implémenté. Ça soulève d'autres questions et d'autres problématiques, mais c'est pas quelque chose qui n'est pas possible. Et ça suppose que le client doit avoir un serveur pour faire l'inférence qui tient la route aussi. Oui, bien sûr. Donc oui, c'est sûrement possible. C'est beaucoup plus pratique d'utiliser un provider que d'héberger chez soi un LLM open source. Mais c'est quelque chose pour lequel on est ouvert. On peut en discuter après cette réunion, Guillaume. Pas de problème. Voilà, vous avez la réponse de notre CTO, Mathias. Le déploiement on-prem n'est pas encore disponible, c'est une fonctionnalité sur laquelle nous travaillons. Alors, Loïc a demandé sur certaines fonctionnalités si Spoky était capable de les réaliser. Oui, c'est tout à fait possible de configurer n'importe quelle de ces fonctionnalités. Alors, j'ai une question de Jérôme qui peut peut-être servir à tout le monde, c'est est-ce que Spoky peut lui-même envoyer des alertes, informer sur des choses qu'il aurait détectées, si on lui a un peu appris?
Il n'est pas branché sur un scheduler actuellement. Pour l'instant, Voilà. non. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Ouais. C'est pas compliqué, mais c'est faisable. Voilà, mais vraiment, ce qu'il faut retenir, alors nous, en tant qu'utilisateurs, c'est que la plateforme, elle était absolument nécessaire parce que sinon, si on a des données, on ne peut pas les valoriser. Et la partie IA nous permet vraiment de changer la donne. C'est-à-dire qu'on a toujours besoin des codeurs, ça c'est sûr. Et à un moment, pour faire des choses, il faut des codeurs. Mais après, dans l'usage, dès qu'on veut améliorer des choses, voilà, dès qu'on a des gens de métier qui sont capables de poser les questions, mais voilà, quand c'est notre métier, il n'y a pas de souci. On peut le faire sans codeur et ça change vraiment la vie pour éviter de faire bosser quelqu'un pour des heures, pour des fois une requête ou une question qui est juste ponctuelle. Et ça permet voilà, de ne rien s'empêcher en termes d'analyse de données, de faire du regroupement, essayer de me trouver les autres systèmes qui ont eu le même type de paramètres, etc. etc. Donc c'est vraiment un plus. Et on n'est qu'au début de l'IA là, sur l'utilisation de Spoky là, chez nous. Donc voilà, c'est vraiment encourageant. Et j'ai envie de dire, quelle que soit la taille de l'entreprise, c'est le même problème. Il y a beaucoup moins de personnes qui savent répondre à la question posée que de personnes qui ont des questions. Donc il y a toujours un goulot quelque part. Généralement, ça tient sur 1 ou 2 personnes qui ont toute la connaissance métier, qui sont critiques pour l'entreprise. Là, avec Spoky, le but, c'est vraiment qu'on démocratise l'accès et puis arrêter aussi de demander à chaque fois aux experts métiers de se transformer en experts informaticiens, quoi. Ce qui n'est pas trivial. Une dernière question de Damien. Spoky peut-il détecter de nouveaux comportements qui sortent de la norme à partir d'une date donnée? Des outliers, en gros. Il y a tout ce qu'il faut dans Warp 10, donc c'est pas dur de lui faire faire. Ouais, à condition qu'on lui explique ce que c'est, ce qu'on entend par sortir de la norme. Mais alors pour info, même avant l'IA, on avait fait des choses un peu comme ça. On a aussi fait des choses du clustering, c'est trouver justement des systèmes qui ont le même type de problème. Et qu'est-ce qui les a amenés? C'est quoi les paramètres avant qui sont en commun, qui ont amené à ce type de défaut? Et ça, c'est vraiment puissant. Et donc voilà, on l'a testé avec l'ancêtre de ce qui a été présenté là sur l'IA, et c'est vraiment d'une puissance de dingue. Donc voilà, c'est un peu sans limite, quoi. Ouais, et vu que vous l'avez testé sous Warp 10, faire en sorte que Spoky l'utilise, ça va être assez simple. C'est ça. Pas d'autres questions. Je remercie tous les participants. En espérant avoir été clair, mais c'est vrai que c'est pas facile. Les interactions sont plus difficiles, mais voilà, je pense qu'on a montré un peu l'utilisation à la fois au quotidien et la prospective de ce qu'on est en train de préparer, donc qui est vraiment très sympa. Voilà, c'est notre but, démocratiser l'accès à la donnée, simplifier l'accès à la donnée brute et faire en sorte que votre DRH et votre comptable soient aussi capables d'interroger une base de données time series. Ça marche, merci à tous. Vous recevrez normalement l'enregistrement ou un lien vers l'enregistrement par email. Bonne fin de journée, à bientôt. Au revoir. Au revoir.